Crimes et témoignages, la collection de podcasts faits divers de France Bleu. Pierre Baudin était sans doute un des plus dangereux que j'ai connus. Une fois qu'on a pris conscience de ça, c'est une bombe à retardement. On ne peut pas rester à rien faire. Je devenais l'avocat du diable, voilà. Éventuellement l'avocat d'un animal dangereux. C'était vraiment incroyable. On me l'aurait raconté, je crois que je l'aurais pas cru. L'affaire Pierrot le Fou, avec Olivier Vogel de France Bleu Alsace. On suppose que Julie a été enlevée par là. Je suis en voiture aux côtés de François Zolvex sur la départementale 204 entre Russe et Baramba dans la vallée de la Bruche tout près des Vosges. Le 25 juin 2004, un vendredi, Julie, la fille de Françoise, pédale sur cette petite route pour rentrer chez elle. Elle avait 14 ans. Les recherches ont été intenses dans cette forêt. Ils n'ont pas vu tout de suite, ça a été vu en un deuxième temps. Le vélo était toujours recherché, en même temps que Julie, bien sûr. Les gendarmes sont venus un soir assez tard me dire que le vélo avait été retrouvé. Ils m'ont montré les photos et donc j'ai pu identifier le vélo sur lequel a été retrouvé de l'ADN, qui s'est révélé être l'ADN de Baudin. 8 jours plus tard, son corps est retrouvé partiellement dénudé, le bas-ventre lacéré, dans un ruisseau à une trentaine de kilomètres de là. L'autopsie révélera que l'adolescente était encore en vie quand elle a été abandonnée dans le cours d'eau. Ce 3 juillet, quand le capitaine Fougerat m'a annoncé qu'on avait retrouvé Julie, c'est vrai qu'elle m'avait dit tout le long de l'enquête, il faut qu'on la retrouve, c'est important de la retrouver. C'était le début d'autre chose. Beaucoup d'hypothèses tombaient et tous les efforts ont été concentrés sur l'enquête pour assassinat. Et ça change beaucoup de choses. Et dans notre malheur, c'est triste à dire, mais dans notre malheur, on a la chance de l'avoir retrouvée. En ce début d'été 2004, 2 autres corps sont retrouvés également dans des cours d'eau. Celui d'Edwige Vallet, 38 ans, et celui de Jeanne-Marie Kegelin, une fillette de 10 ans enlevée alors qu'elle jouait dans son jardin sur les bords du Rhin. Tout comme pour Julie, les 2 corps sont dénudés, le bas-ventre lacéré. 3 victimes, les 2 plus jeunes ont été violés. Les enquêteurs constatent les mêmes marques de mutilation, des similitudes troublantes. Ils suspectent un homme. Je m'appelle Olivier Vogel, je suis journaliste à France Bleu Alsace. Je vais vous raconter l'histoire de Pierrot le Fou, un tueur en série hors norme et surtout le combat de la mère de l'une de ses victimes, Françoise Zolvex. Françoise, la maman de Julie, habite toujours dans la vallée de la Bruche, au premier étage d'un petit immeuble à Viche. Carrelage blanc, mur clair, décoration sobre. Pierre Baudin. 20 ans après, elle a toujours du mal à prononcer son nom. Et elle se rappelle encore de sa sidération quand elle a appris que c'était lui le meurtrier suspecté. Celui que les médias surnomment Pierrot le Fou. Comment est-ce possible que quelqu'un qui avait des peines de prison incroyables et qui se retrouvait quand même là, quoi. Il était libre, il pouvait aller et venir quasiment comme il voulait, hormis un pointage, je ne sais pas tous les combien, mais il pouvait faire ce qu'il voulait. C'était vraiment incroyable. On me l'aurait raconté, je crois que je ne l'aurais pas cru. Pierre Baudin est un braqueur multirécidiviste. Il a 57 ans, dont plus de la moitié passés en prison ou en hôpital psychiatrique. 3 mois avant la disparition et la mort d'Edwige, de Jeanne-Marie et de Julie, il avait été remis en liberté conditionnelle après 10 ans passés derrière les barreaux pour une cavale sauvage. Braquage de banques et d'armureries, prise d'otages, viol, coup de feu sur des gendarmes. Et juste avant cet épisode d'hyperviolence, Pierre Baudin était prostré dans un fauteuil roulant à l'hôpital psychiatrique où il avait réussi à tromper tous les spécialistes
Il était même allé jusqu'à manger ses propres excréments, jusqu'au jour où une petite fenêtre restée ouverte lui a permis de s'évader. Pierre Baudin était sans doute un des plus dangereux que j'ai connus. Michel Patrice, psychiatre. Pierre Baudin est un cas exceptionnel. Ce qui, je dirais, démontre chez lui une ruse, et une suite dans les idées, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui s'adapte, quelqu'un qui est capable, dans la durée, d'avoir un certain comportement simulant la folie. Et ce qui était frappant, c'est que sa gestuelle, son comportement collait assez bien avec les symptômes d'un état schizophrénique catatonique. C'est vraiment le seul de toute ma carrière où la simulation a marché. Pour Michel Patrice, Pierrot le fou était plutôt Pierrot le flou ou Pierrot le faux, un calculateur démoniaque. Et c'est à ce personnage particulier que Françoise va devoir dorénavant faire face. Elle peut à présent mettre un visage et un nom sur l'horreur. Et à la douleur déchirante d'avoir perdu sa fille s'ajoute la colère. Elle crée avec des proches l'association Fondation Julie. Elle prend la parole dans des réunions publiques ou des manifestations de soutien aux familles des 3 victimes, comme celle de Colmar, une semaine après la découverte du corps de Julie. Toute cette mobilisation générale au niveau de la vallée de la Bruche qui a été extrêmement importante. Tout le monde était là à nous soutenir, à chercher, à essayer de comprendre, à se mobiliser. Pas de haine ni de colère, une manifestation dans la dignité pour honorer la mémoire de Julie, mais avec un message sur toutes les pancartes, halte à la récidive. Comme beaucoup, René est venu avec ses 2 filles, Agathe et Juliette. Pour lutter contre les délinquants aussi dangereux que Baudin. Ça aurait très bien pu m'arriver à moi ou à mes amis et j'ai pas envie que ça arrive parce que la justice ne fait pas son travail correctement. Si nous sommes rassemblés aujourd'hui, c'est dans l'espoir qu'une chose aussi horrible ne se reproduise plus. C'était le besoin de faire quelque chose, c'était le besoin de comprendre, c'était le besoin d'agir pour que ça ne se reproduise pas, puisque si on comprenait bien les choses, si Baudin était dehors, d'autres également, avec des parcours impressionnants. Et donc, comment est-ce que c'est possible dans notre société de relâcher quelqu'un d'aussi dangereux? Ça, c'est une bombe à retardement, donc c'est prendre un risque énorme, et ce risque, c'est nous qui le courons. Et franchement, une fois qu'on a pris conscience de ça, on ne peut pas rester à rien faire. On ne peut pas. Le 11 avril 2007, le procès s'ouvre à Strasbourg. Pour l'occasion, la cour d'assises du Bas-Rhin s'est transportée dans un immeuble de verre et de métal, une gigantesque salle d'audience aux vitres fumées. Pierre Baudin arrive menotté, escorté par des gendarmes en gilet pare-balles, dans un concert de crépitement de flash photos. À ses côtés, dans le box, 16 personnes, des hommes, des femmes, un adolescent. Ils sont accusés d'avoir participé au calvaire de la petite Jeanne-Marie. Mais tous, sauf lui, seront acquittés après un procès fleuve qui va durer 3 mois. Je m'appelle Marc Vial, j'ai été avocat de plein exercice, si je puis dire, au barreau de Strasbourg, et donc j'ai eu le redoutable privilège de défendre Pierre Baudin dans les affaires qui ont défrayé la chronique alsacienne. Cheveux mi-longs, poivre et sel, petit, bedonnant, engoncé dans sa chemise blanche et son costume gris, Pierre Baudin capte tous les regards. Il parle d'une voix fluette, haut perché, avec un fort accent alsacien, multiplie les formules de politesse, clame qu'il n'a rien à voir avec tout ça. Les traces de sang de ses victimes retrouvées dans sa voiture, ce sont les gendarmes qui les ont déposées. C'est un complot. Qu'est-ce qui me frappait le plus chez lui, c'était d'abord sa façon de parler, toujours très doucereux, mielleux. C'était une chose. Et l'autre chose, c'était, je sais pas pourquoi je pense à ça, à la taille de ses mains. Il avait de toutes petites mains, ce qui est assez curieux. Françoise observe Pierre Baudin, Pierrot le fou. L'accusé a le regard fuyant, mais la mère de Julie ne le quitte pas des yeux.
c'est l'assassin de sa fille. Elle fait face, déterminée. Je tenais vraiment à me trouver quotidiennement en face de Pierre Baudin. J'avais aucune appréhension de me retrouver en face de lui. Je n'avais pas de haine, je n'en ai toujours pas. Donc pour en revenir au procès, on a eu la chance de pouvoir y assister quotidiennement, mon mari et moi. Et voilà quoi. Donc c'était la réponse à beaucoup de questions. C'était très intense. C'était aussi la présence aussi quotidienne de tous nos soutiens. Le souvenir, qu'est-ce que j'en ai comme souvenir, qu'est-ce que j'en garde? Pas grand-chose, hormis qu'il n'a jamais reconnu les faits. Ça ne m'a pas laissée indifférente, mais ça ne m'a pas étonnée. C'est un individu hors du commun. Ça montre bien de quoi il est capable. Ça démontre son intelligence de situation, quoi. Il voulait se défendre, il se défendait. Il était hors de question qu'il aille en prison pour ça. J'ai compris ce qu'était la logorrhée verbale, parce qu'il se laissait aller à des choses mais incroyables. Non, vraiment, c'était particulier, très très particulier. Je me souviens que j'avais dessiné la silhouette de Pierre Oulfou dans mon carnet de notes, parce que dans ses cheveux en bataille, il y avait 2 épis de part et d'autre de son crâne, et ils formaient comme des cornes de démon. Il y a eu aussi ce jour où il m'a fixé en pleine audience pour me parler, en plein milieu des débats, sans qu'aucun son ne sorte de sa bouche, un peu comme dans un cauchemar. Ce qui m'a frappé dans ce procès, c'est l'horreur des faits et le décalage total de l'accusé qui, avec son fort accent alsacien et certaines de ses répliques grotesques ou absurdes, réussissait même à déclencher des rires dans la salle d'audience. Pour le psychiatre Michel Patrice, on est dans un cas qui défie tous les diagnostics. Oui, moi je ne le considérais pas comme tout à fait faisant partie du genre humain. C'était vraiment l'exemple d'une déshumanisation. On peut additionner les qualificatifs de pervers, de narcissique, de psychopathe. Ce sont des êtres qui, quand même, tout à fait à part. Lui, ce qu'il faut retenir, c'est la démarche d'effrayer, d'angoisser, de violer, d'humilier, de blesser et de tuer. Voilà, cette espèce de descente vers le pire. Marc Vial, l'avocat de Pierre Baudin. Donc moi, je devenais l'avocat du diable, voilà. Éventuellement l'avocat d'un animal dangereux. Ce qui m'avait d'ailleurs amené à dire à la cour d'assises que si tel était le cas, la cour d'assises ne pouvait pas être compétente pour le juger, vous voyez. Mais vous savez, 3 mois, c'est long. 3 mois de procès, quand vous êtes seul à défendre Baudin et que vous avez en face de vous les parents, les victimes, et c'est lourd, c'est difficile. Il y avait la présence du frère de Jeanne-Marie, qui était un prêtre en soutane. Je veux dire, cette présence silencieuse et qui était dans la prière pendant tout le procès, ça crée aussi un climat, oui, pas facile. C'est lourd, oui. Je n'en suis pas sorti tout à fait indemne du procès Baudin. J'ai mis un certain temps à m'en remettre. Ouais. Mais voilà. Et puis il y avait la présence d'une partie civile ou des parties civiles qui étaient, j'allais dire, conscientes de la difficulté dans laquelle je pouvais être et qui même m'ont manifesté une certaine sympathie. Et notamment la maman de Julie était, j'allais dire, très bienveillante et elle comprenait parfaitement quelle était la difficulté de la situation. Et j'ai revu plus tard à Colmar. Elle était allée suivre un procès et elle s'est précipitée vers moi en me prenant dans ses bras et en m'embrassant. Vous voyez,
il se joue des choses comme ça qu'on a peine à croire, mais qui peuvent se nouer au cours d'un procès. Pierre Bodin est le premier accusé à être condamné en France à la perpétuité dite réelle, une peine incompressible qui ne peut pas être aménagée avant 30 ans. Ce que j'ai ressenti au moment du verdict, un soulagement, parce que ça se terminait. Pour moi, c'était un point final. Un gros soulagement. On avait reconnu les faits. On avait eu pas mal de réponses à nos questions, puisque on cernait plus l'individu, on comprenait plus ce qui s'était passé. Ah oui, une chose aussi, on comprenait aussi qu'on n'y était pour rien, nous. Parce que le fait que ce soit Jeanne-Marie, Edwige ou Julie, c'était tout à fait normal. La faute ne venait pas de nous. C'est pas parce que j'ai permis à Julie de faire du vélo que c'est arrivé. C'est parce que Bodin était dehors. Donc, c'était vraiment ça, du soulagement. Un soulagement, un point final et un soulagement pour cette histoire. Après le procès en appel et le rejet d'un pourvoi en cassation, la peine devient définitive en 2010. Pour Françoise, le combat n'est pas terminé. Elle continue à brandir l'étendard de son association Fondation Julie. Elle interpelle les élus, elle débat dans des réunions publiques, on la voit sur des plateaux de télévision. Elle assiste même au procès dans les cours d'assises, se plonge dans les procédures et le code pénal, autant de bouées pour ne pas sombrer. Ben voilà, je vous apporte les quelques classeurs et cartons que j'ai en archive pour tout cet événement. Voilà. Donc, Dans l'une des pièces de son appartement, des dizaines d'épais classeurs. Ils sont remplis de coupures de presse, de courriers, de photos, de plans, de pièces de procédure. 20 ans de bataille méthodiquement archivés. Donc c'est particulier, c'est vraiment un domaine que je ne connaissais pas du tout. On nous a jeté dedans et on a appris beaucoup de choses au fur et à mesure des éléments. Ce qui hante Françoise, c'est la perspective de voir les individus les plus dangereux remis en liberté après leur peine. Le combat, c'est surtout un combat contre la récidive. On essaye de cibler les individus que l'on sait dangereux. Donc des personnes, puisque comme dit, Bodin n'est malheureusement pas seul et unique en son genre. Et aujourd'hui encore, il y a la libération d'individus que l'on sait dangereux. Donc ces bombes à retardement, on est susceptible de les rencontrer à tout moment. Et une famille comme la nôtre peut malheureusement revivre quelque chose. Alors franchement, on ne le souhaite pas. Ça, c'est quelque chose d'évident. On en a bien conscience, le risque zéro n'existe pas. Mais il faut mettre le plus possible de garde-fous en place. Et il y a une criminologue comme ça, j'avais lu un livre, elle disait que l'individu est tricoté comme ça. Donc c'est toute son histoire qui fait qu'il arrive à faire des actes pareils. Donc son histoire, on ne peut pas la réécrire, on ne peut pas effacer les choses qui ne plaisent pas et recommencer. Donc s'il a été capable de commettre des horreurs, il a été capable de faire, de tuer, il n'y a pas d'autre mot, il a été capable de le faire un jour, il est tout à fait capable de le refaire un autre jour. Donc c'est ça qu'on voudrait essayer de faire comprendre, il y a des moyens, le seul moyen c'est de le garder en dehors de la société, de le garder en prison, et la perpétuité réelle, pour certains individus, il n'est pas question de le décider pour tout le monde, mais elle devrait être possible. Cette question de la perpétuité réelle, c'est un débat épineux pour les magistrats et les avocats. La perpétuité réelle, c'est une peine de mort déguisée. Donc, même au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, ça ne serait pas accepté. Il faut quand même laisser toujours une place pour, entre guillemets, le pardon ou l'oubli, en tous les cas l'oubli. Maintenant, voilà, ça, c'est pas à moi d'en décider. Pierre Bodin ne peut pas espérer sortir de prison avant 2036. Il aurait alors presque 90 ans.
Encore faudra-t-il que des experts médicaux évaluent sa dangerosité et que des magistrats se penchent sur son cas. Je ne peux pas me prononcer sur ce que sera l'état de santé de Baudin à ce moment-là, mais en me projetant un peu l'institution, je ne pense pas qu'elle soit particulièrement bien disposée à son égard, ça c'est sûr. Mais bon, il appartiendra au juge d'en décider. Quoi qu'il en soit, c'est avec l'absence de sa fille que Françoise doit vivre depuis 20 ans. Pour se souvenir, elle continue à organiser des marches blanches sur la petite route où Julie a disparu. Je lui demande, est-ce que la douleur est toujours présente aujourd'hui ? Je ne sais pas si c'est la douleur, je dirais plutôt l'absence. La vie continue sans Julie. On se pose toujours la question, qu'est-ce qu'elle ferait, qu'est-ce qu'elle dirait, où est-ce qu'elle en serait ? Alors cette absence, c'est de la douleur effectivement, mais c'est plutôt le manque. C'est plutôt le manque. Françoise referme ses classeurs. Sur la table du salon, c'est le plafond de la chapelle Sixtine, le chef-d'œuvre de Michel-Ange, qui commence à apparaître dans un puzzle de 5000 pièces. Elle le terminera un peu plus tard. Patiemment. Ce jour-là, elle m'explique simplement avec un sourire radieux que demain samedi, c'est jour de fête, c'est le mariage de Claire, l'une des 2 petites sœurs de Julie. C'était l'affaire Pierrot le Fou, reportage Olivier Vogel, prise de son et mixage Pascal Doumange, production Christine Simeone-Giocanti, studio de création France Bleu. Crimes et témoignages, c'est un nouvel épisode chaque mardi, disponible sur l'application Ici ou la plateforme Radio France.